Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance, rédacteur en chef d'Endurance Mag, j'ai nommé Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien on en est au 43e numéro oui. et on va revenir, comme on l'avait précisé la semaine dernière, sur les deux premières manches de la saison 2024-2025 d'Asian Le Mans Series. Ça y est, la saison a été lancée et pour être honnête, j'ai personnellement été bluffé par le spectacle proposé en piste. Il y avait beaucoup de voitures engagées, 44 en tout, pour cette 13e saison de l'histoire de l'Asian Le Mans Series. Et je trouve qu'on est parti sur de bonnes bases. Alors comme vous le savez dans l'Endurance Club, eh bien on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques qui vont vous permettre de connaître encore mieux ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer et qui continue de nous faire vibrer, même en Asie, Geoffroy. Parce que oui, les pilotes et les équipes du championnat d'endurance, j'allais dire des championnats d'endurance, ne s'arrêtent jamais, même en hiver. Qu'est-ce que t'en as pensé de ces deux premières courses finalement, un week-end double pour cette Asian Le Mans Series qui a été lancé et bien lancé, et je dirais cocorico même. Ouais, bah écoute, il y a plein de trucs à dire, c'est bien qu'on prenne le temps. En fait, il y a déjà la surprise, on va direct aller dans les résultats, mais la bonne surprise, enfin c'est pas vraiment une surprise, mais une victoire quand même dès la première course pour la nouvelle équipe de Romain Dumas. C'est leur toute première course et ils gagnent, donc c'est quand même assez fou. Ouais, tu trouves que c'est pas une surprise toi? Bon, non, mais je veux dire dans le sens où on en avait parlé dans l'épisode d'avant, on sait la qualité de préparation que Romain Dumas et les hommes et les femmes qui bossent avec lui mettent, donc si, c'est une surprise dans le sens où ça arrive aussitôt. Évidemment, tu peux pas faire mieux, quoi. Une course, une victoire. C'est clair. Mais je veux dire, voilà, on s'attendait à ce qu'il soit en haut, des feuilles de classement. Peut-être pas aussi vite, mais voilà, il y a ça. Il y a aussi, je trouve que c'était intéressant de voir des pilotes qui étaient plutôt type LMP3 ou GT, qui font le step vers le LMP2 et qui brillent ou qui se montrent et qui ont des bons résultats. C'est vrai. Et surtout, ça s'est pas résumé à deux courses de GT, parce que l'essentiel du field était GT, donc on pouvait se dire c'est là que ça va se passer, ça va être sympa. Ça a été très sympa. Les images de départ, elles sont impressionnantes. Tu avais l'impression de voir une course de GT World, mais il y a eu aussi beaucoup d'animations devant et énormément de contacts. Enfin, j'ai l'impression que c'était encore pire qu'en ELMS, où je sais pas si c'est la méconnaissance du circuit, parce que je sais pas, mais en tout cas Sepang, moi j'adore ce tracé, je sais pas toi, mais moi j'en ai des grands souvenirs de la Formule 1 notamment, et Ouais. j'ai adoré, il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'erreurs aussi, il y a des bacs à gravier, quoi, c'est ça l'avantage en fait, c'est qu'on peut sortir, enfin, c'était des super courses, quoi. Ouais, Bon, moi j'ai et trouvé puis quand aussi, même, si, franchement. pardon pour conclure, mais aussi le petit élément météo quand même, on est en Asie, Oui. voilà, il y a quand même un problème météo, quoi. Bah, j'allais te le dire, Sepang, c'est Sepang, c'est-à-dire qu'il y a des courses, on se souvient que ce soit en moto ou en Formule 1, qui se sont déroulées sous un cagnard fou, et puis il y a des courses qui se sont déroulées sous la pluie et sous le déluge, et ben voilà, on a eu un petit peu de tout. C'est ça qui est bien aussi finalement, je me rendais pas compte, mais le fait d'avoir deux courses coup sur coup, hein, le samedi et le dimanche, Mm. bah, c'est pas mal parce que on peut avoir deux météos totalement différentes un même week-end. Et Ça c'est la magie de l'Asie et la magie de ce circuit de Sepang, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y avait tout, quoi. Là, il y a Astracé, tous les ingrédients, quoi. ouais, il est pas connu de tous finalement, et donc bah, c'est une préparation, on l'a dit, hein, parce que en Asian Le Mans Series, il y a quand même deux places à gagner pour les 24 heures du Mans. C'est une préparation aussi pour certains pilotes, pour certaines équipes, pour le LMS en fait, qui dévoilait sa liste d'ailleurs tout récemment, C'est vrai. et on y reviendra en fin d'émission. Mais c'est vrai que en fait, ces pilotes, ils sont là pour aussi prendre un peu la mesure de certaines voitures. Tu l'as dit, il y a des pilotes que l'on ne connaissait pas en proto, par exemple, et qui se sont révélés. Ouais. Moi, je pense à Harry King, qui a fait le meilleur tour d'ailleurs de la première course, qui, avec son équipe Pure Racing, a réussi à se mettre parfaitement dans le bain. Bien aidé aussi avec un Louis Delettra qui sait mettre à l'aise et qui sait aider au réglage de certaines voitures. C'est vrai qu'Alex Malikin, qu'on connaissait en GT cette année en championnat du monde, parfaitement commencé aussi, parce que c'est un podium pour Pure Racing pour la première course en LMP2. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises en fait, avec RD Limited pour moi qui s'impose donc avec un dernier relais incroyable de Tristan Vautier face à Mathieu Vaxivière. Ça a été vraiment fou. Et puis je dois dire, voilà, des équipes qu'on connaît et qui sont toujours au rendez-vous, et puis des équipes qui viennent se montrer. Moi je trouve que c'est ça qui a fait le charme de cette première course à Sepang, avec RD Limited, avec Pure Racing, et puis DKR Engineering qui s'est montré un petit peu aussi, malgré le fait que malheureusement le résultat soit pas au rendez-vous. J'ai trouvé quand même comme toi que les débuts de course étaient un peu brouillons avec les pilotes bronze. Ça, je sais pas si ça pourra être changé pour les deux prochaines courses qui auront lieu en février, mais ça a été un peu compliqué, hein, au début. Il y a eu une phase de full course yellow, 4 safety cars pour un Mm. total de quasiment 1 heure.
et 2h40 sous drapeau vert. Ça, c'était les statistiques de la première course. Donc c'est vrai que, bah, en fait, on a vu pas mal de choses qui nous ont vraiment enthousiasmés, je trouve. Et tu le disais, ces pilotes qui se sont parfaitement adaptés au proto, ça c'est quelque chose peut-être que tu as eu en tête aussi. Et les favoris, bah, n'ont pas forcément tous répondu présent. Ouais, et il y a aussi un autre truc, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, j'ai pas tous les résultats de la saison et des saisons passées en tête, mais je sais que ça fait quand même pas mal de temps où on se dit que United Autosport passe un peu à côté des grands rendez-vous, ou en tout cas, c'est moins le United qu'à d'autres époques. Ouais. Là, tu vois, on a un plateau LMP2 qui est pas forcément le plus dense. Enfin, il y a du monde, mais voilà, il y a quand même moyen Oh, il y a 10 voitures. il y avait moyen de briller. Et tu vois, je trouve que Nielsen Racing, bah, il passe à côté du rendez-vous. Nielsen Racing, c'est quand même une équipe qui est là depuis des années en LMP2. C'est Et vrai. comme tu dis, ça arrive. Là, il y a Romain Dumas qui se pointe, il y a Pure Racing qui est nouveau. Et eux, ils n'arrivent pas à en profiter. Je trouve ça un peu fou. Enfin, ça m'a surpris, tu vois. Algarve Pro Racing a quand même été au rendez-vous, puisqu'ils font 4 et 6 dans la course 1. Et ils gagnent, Ouais, ils moi, ils m'ont gagnent la déçu. deuxième. Ils font 1 et 3. Donc, ouais, c'est quand même pas mal, tu vois. Eux, des historiques, on va dire, du P2, Bien sûr. ils sont au rendez-vous. C'est des spécialistes du P2 qui s'imposent, on va dire, quoi. Je mets RD Limited de côté, mais tu vois ce que je veux dire. Algarve qui est en haut. Mais sinon, Nielsen, tu vois, c'est un peu ma déception. Mais bon, ça fait des années que je suis un peu déçu par Nielsen, mais je me demande. Non, mais tu sais, à quoi bon, quoi. Enfin, c'est un moment. C'est bizarre de pas être plus haut sur ce genre d'épreuve-là. Ouais, je suis d'accord. Et à la fois en Asian Le Mans Series et à la fois en Bien ELMS. sûr, Alors, on c'est pour ça que comprend je dis qu'en ça. Ouais. ELMS, il y a beaucoup de niveaux et il y a beaucoup d'équipes qui, justement, bah, sont peut-être plus préparées encore. Et les pilotes, pareil. Mais bah, je te rejoins. Moi, Algarve m'a déçu quand même dans une course numéro 1 où, en fait, tu te dis que bah, ça va se jouer à la stratégie, ça va se jouer au rythme aussi, parce qu'il n'y a pas eu de problème météo pour cette première course. Donc Algarve, faire 4 et 6, bon, ce sont des débuts timides, on va dire, pour eux qui ont gagné le championnat l'année dernière et qui ont gagné leur place d'ailleurs aux 24 heures du Mans grâce à ça. Et puis attends, il y a une autre équipe, moi, qui m'a déçu, et pourtant j'en attendais beaucoup, c'est Proton Compétition. Ouais. Dans la première course, t'as la voiture numéro 11, 9e avec Mathias Bech, qui se sentait pas très bien, cela dit, et qui a pas beaucoup roulé. Jonas Reed et Alex Matchoul, pour moi, sur le papier, c'était quand même relativement solide. Ça jouait peut-être pas la victoire, mais c'était quand même pas mal. Et puis la 22, avec Giorgio Roda qui a fait la pole, qui a fait d'ailleurs les deux poles pour les deux courses, et qui en fait, avec Tom Dillman et Vlad Lomko, bon, était bien placé, oui, c'est sûr, parce que ils se sont retrouvés dans le top 5. Mais ils ont été disqualifiés en fin de course pour ne pas avoir le minimum d'essence dans le réservoir, donc le fameux litre qu'il faut pour que les officiels puissent s'assurer que le carburant justement soit conforme. Ça, c'est quand même une faute bah, incroyable. Enfin, je comprends pas. Proton Compétition, moi, dans cette première course, ils m'ont complètement déçu. Et c'est même fou de voir que bah, un tel équipage n'arrive pas à faire mieux que sur la piste. Attends, je vais regarder, mais je crois qu'ils ont fini 7 ou 8 avant de se faire disqualifier. Et Proton, j'ai du mal. Enfin, il y a des trucs. Je sais pas trop ce qui s'y passe, mais c'est moins solide que par le passé. Il y a aussi quand même des rumeurs selon lesquelles ils engageraient plus la 963 en IMSA. C'est Donc vrai, ils feraient plus ce programme-là en parallèle. Donc ils sont aussi, on en a parlé, ils sont toujours chez Ford en GT3. bien sûr. Il y a un mix de projets là. Je sais pas parce que enfin Ah, tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est qui s'éparpillent un petit peu? Parce que c'est vrai qu'ils sont bah, présents en IMSA avec la 963, ils en sont WEC. présents en WEC avec les Porsche, avec les Ford, pardon, et la Porsche 963, et Mhm. puis en En P2. ELMS aussi. Et là, en GT, ils étaient aussi là avec Porsche, quoi. Je sais pas, mais moi en tout cas, Proton, pendant des années, ça a été. Il y avait que des Porsche, quoi. C'était Ouais, Porsche 996, 97, 91, enfin tout en GTE. Et là, je sais pas, ouais, depuis que ça a un peu changé de crèmerie, qu'ils se sont ouverts à autre chose que Porsche, et puis qu'il y a cette diversité de programmes, j'ai l'impression que ça se perd un peu, quoi. Enfin, c'est vrai. en tout cas, je sais pas trop ce sur quoi ils sont en train de. Je sais pas comment dire, mais je sais pas trop ce qu'ils sont en train de poursuivre. Parce que tu vois, avoir un programme P2, ok, c'est une chose. C'est une catégorie qui est assez dynamique, mais c'est quand même pas la catégorie de l'avenir, on va dire. En tout cas, en WEC, maintenant, ça n'existe plus. Donc,
c'est quand même assez étonnant d'arriver dans cette catégorie au moment où elle disparaît du championnat du monde. Ah, tu crois? Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il prépare justement l'avenir et pourquoi pas être associé à un constructeur. Moi, je voyais ça plutôt comme Oui, une plateforme de mais lancement, quoi. justement, ils y sont déjà associés à un constructeur, même à deux. Tu vois, c'est ça qui est fou, c'est C'est qu'ils ont le vrai. programme Ford et ils ont le programme Porsche, et il n'y en a aucun des deux où ils sont vraiment officiels. Ouais. Ou alors ils vont être équipe cliente. Enfin, t'es destiné à toujours être l'équipe cliente, ou je sais pas, c'est bizarre. Il y a un truc comme un manque de vision, tu vois. Après, je vais pas, enfin, je remets pas en cause les choix de Christian Ried et de toute l'équipe, mais je me dis, il y a quand même un truc un peu étonnant, quoi. Ouais, ouais, pourtant ils travaillent bien et ils ont su attirer en plus de bons pilotes, hein, parce que tu vois, quand tu parles de Matthias Bech, de Tom Dillman, de Vlad Ah oui, non, Lomko, mais même de carrément. Giorgio Roda, hein. Tu vois, c'est franchement sympa. Je parle pas de Jonas Reed, qui est le fils du patron, évidemment, qui est là et qui sera là comme un Lawrence Stroll avec Lance Stroll. Mais bon, ouais, voilà, la déception, elle a été là. Par contre, superbe travail, encore une fois, hein, j'allais dire, de AF Corset, mais ça, on les connaît. Ils ont gagné en LMP2 Pro-Am, en ELMS cette année avec François Perraudot, Rovera et Vaxivière, hein, le même trio. Et là, c'était une fin de course complètement folle. Franchement, moi j'ai adoré. C'est un des plus beaux finales que j'ai pu voir. Alors malheureusement, je ne l'ai pas commenté. Tu sais, c'est toujours le truc. Ouais. Les commentateurs, ils aiment bien commenter les épreuves comme ça. Mais ça s'est terminé à 55 millièmes de seconde entre Tristan Vautier et Mathieu Vaxivière. C'était vraiment une course de dragster dans la dernière ligne droite, hein. Ouais, changement de position dans le dernier tour, dans les derniers mètres. Franchement, ouais, belle bataille, carrément. Et comme tu disais, t'as commencé par ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir les Français comme ça briller, les couleurs françaises, que ce soit les équipes, les pilotes, enfin voilà, c'est bah, les châssis, hein, évidemment. Il y a une autre Aussi. ultra domination. Non, mais c'est bien. Et non, j'avais une petite stat, mais je la garde pour après, alors pour le GT, parce que j'ai Ah j'ai une bon? petite stat Ah oui, GT. pour le GT. Ouais, Ah oui. non, ouais, Ah oui. je pensais à un truc, je me disais, attends, les châssis, j'ai une info. Non, je la garde pour après, pardon. Bon, mais tu penses à nous la Ouais, dire t'inquiète, parce t'inquiète. qu'on va parler de GT évidemment. Dans cette première course, bon, je dois dire qu'on n'a pas trop vu les LMP3, à mon grand regret, C'est vrai. comme souvent. Ben oui, mais parce que là, pour le coup, je peux comprendre, il y a quand même moins d'engagés. Il y a 7 LMP3 engagés. Il y a eu un petit peu moins de bataille, quoique, parce que quand même, Cocorico, encore une fois, c'est Ultimate qui gagne, mais alors là, pas avec un trio français comme ce qu'on voit en ELMS, mais c'est quand même l'équipe évidemment de la famille Lahaye qui est aidée en soutien avec AF Corse et qui s'impose. Alors ça a été le carton plein parce que là je parle de la course 1 mais même la course 2 Ouais, course 2 avec un aussi, ouais. super trio en Mm. fait. C'est vrai que Stéphane Lemray, bah voilà, ça fait la différence quand on a un pilote, si tu veux, qui est un pilote bronze et qui fait de bonnes performances. Bah voilà, ça te met toute l'équipe dans une bonne dynamique. Et après, Benz Valint, le Hongrois, et Matteo Quintarelli, le jeune pilote italien qui vient du kart, ont été forcément mis à l'honneur. Mais ça s'est pas joué à grand chose, hein, face à Patterson et Fjordbach, qui eux n'étaient que deux chez iClass Racing, parce que je crois qu'il y a eu un forfait de dernière minute, euh, parce que Seth Lucas s'est senti mal. Mais voilà, en tout cas, en LMP3, le duel a été là. Ça s'est joué à 2 secondes 5, mais on les a moins vus, quoi, Mm. finalement, voilà, même si Ultimate gagne. Non, mais carrément, bah, comme d'habitude, j'ai un peu moins de trucs à dire sur le LMP3. Bon, Tu d'accord. me connais. Non, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi comme d'habitude avec le LMP3, c'est comme tu dis, il y a pas mal de friction en piste quand même. Et j'aime bien faire le circuit de Sepang. Vu que je me suis pas trop intéressé au P3, je vais parler du circuit. Tu vois un peu ma stratégie. Mais, Pas mal. le circuit de Sepang, il se prête vraiment à ça, je trouve, avec la ligne droite du retour, où tu peux prendre beaucoup de vitesse, mais où du coup, il y a eu pas mal d'erreurs sur cette zone de freinage. Parce que c'est là où tu peux tenter des dépassements, c'est là où tu peux gagner du temps, mais voilà, t'es toujours un peu dans la prise de risque, ça j'aime bien ça, et puis il y a vraiment beaucoup d'enchaînements très rapides qui font que ça... Je pense que pour les pilotes LMP3, comme tu dis, même LMP2, mais en tout cas les pilotes qui débutent et qui sont nouveaux dans le sport proto, je pense que c'est un circuit où tu prends beaucoup d'expérience, parce que tu as à la fois de la vitesse max élevée, et c'est pas toujours le cas sur tous les circuits en fait. Tu sais, Non, c'est vrai. souvent c'est ce qu'on dit aux pilotes. Quand tu vas, ça me fait penser à Dorian Pain, là, qui était invité chez Jimmy Fallon il y a pas longtemps. Tu sais, à chaque fois, c'est la question genre, c'est quoi la vitesse la plus élevée à laquelle vous avez roulé, ou... C'est un truc qui fait un peu fantasmer, tu vois, la vitesse max. Et Oui, alors finalement, que c'est pas le plus important et le plus non. intéressant, mais bon. Mais par contre, je sais que pour les pilotes, je pense que c'est quand même un truc aussi d'avoir cette expérience. Quand tu te pointes la première fois au Mans et que tu prends 250, Ah oui, 300, 330, si tu l'as jamais fait sur d'autres circuits, ou si t'as pas été en tout cas dans cette zone un peu plus grisante, c'est compliqué. Sepang permet quand même d'avoir des bonnes. Alors, j'ai pas les vitesses max en tête, mais tu me donneras peut-être. Mais je pense qu'il y a quand même cette possibilité d'aller vite
Et ça, c'est un élément qui est important, notamment quand tu débutes en prototype. Et puis en Ouais, je plus, suis, il je y suis a, d'accord. puis en plus, il y a ces enchaînements, comme je disais, virage rapide, où il faut de l'engagement. Parce qu'en fait, c'est des voitures qui, on le sait, les LMP3, les LMP2, encore plus les LMP2, fonctionnent beaucoup grâce à l'appui. Donc en gros, il faut pas y aller et lever le pied ou avoir un peu peur. Au contraire, il faut être engagé. Et c'est le genre de circuit qui permet vraiment d'apprendre ça. Tu as aussi des phases avec des dénivelés, des freinages, des virages assez lents. Enfin, je trouve que c'est vraiment un circuit ultra complet. Et moi, je suis très content qu'il soit au calendrier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'expérience qui a été engorgée par les pilotes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et Pas bon, mal, il y hein, en a t'as un vu qui nous a. mon passage sur le P3. Pas mal, hein. Non, mais c'est pas mal, parce que moi je veux quand même revenir sur Steve Brooks, hein. Bravo, franchement, félicitations. Il sort son équipier dès le premier virage, il fait des grosses conneries. Enfin, Oui, c'est vrai. mais bon, d'un autre côté, c'est là aussi, alors tu vois, je suis méchant de dire juste un nom, tu vois, mais parce que lui, il m'a quand même marqué dans le mauvais sens. C'est-à-dire que comment tu peux, t'as deux équipes, deux voitures, pardon, Hmm. engagées par Interopol dans une même catégorie, et les deux se neutralisent dès le premier virage. Non, mais c'est pas possible. C'est vrai que Et il en a non, mais refait j'avais le oublié. lendemain, hein. J'avais oublié Ah oui. effectivement, parce que comme je disais, je crachais un peu sur Nielsen tout à l'heure en P2, mais c'est vrai qu'en P3, là, eux, qui sont quand même des spécialistes, et P2 et P3, Interopol quand même, hein, ils ont vraiment cette Non, mais c'est une filière. catastrophe. Là, c'était une catastrophe. Ouais. Bah, alors, dû aux pilotes aussi moins expérimentés. Donc, c'est pour ça, tu vois, je suis à la fois pas très sympa de critiquer Brooks, et d'un autre côté, bah, c'est que j'avais de hautes attentes d'Inter-Europol. Et je me Hmm. dis, Hmm. c'est quand même un endroit où on doit apprendre. Et c'est vrai que, bah, tu le disais avec le circuit, hein, qui est ultra difficile. Attends, gérer les Ouais. premiers virages, les enchaînements, là, l'escargot Ah ouais, droite c'est puis magnifique. gauche, bah, forcément, tu te fais piéger. Et derrière, il a mis la zizanie dans le peloton. Ça me Mais c'est fait, surtout que c'est avec ton équipier, quoi. Je ça veux me, dire, à un moment. ça me fait pas mal penser à. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire que je raconte n'importe quoi, mais moi, ça me fait penser un peu à Shanghai, tu vois. Oui, c'est ça, Bah, exact. cet escargot, comme tu dis au départ déjà. Et puis même cette, la longue ligne droite, là, notamment. Enfin, là, à Sepang, il y en a deux. Il y a la ligne droite et la ligne droite du retour. Mais à Shanghai, t'as ça aussi un peu. T'as deux grosses portions de ligne droite. C'est vrai. Je connais bien celle de. Pas celle des stands, mais l'autre, la grande, je l'ai faite à pied en entier, donc je la connais bien. Oula, ah oui, Parce qu'il d'accord. y avait pas de, j'avais pas de navette pour rentrer. Petit souvenir de photographe. Et donc c'est long, c'est très très long. Tu sais. Et tu vois, c'est des circuits qui se ressemblent, qui sont. Où c'est pareil, je me souviens que les pilotes me disaient à Shanghai, c'est compliqué à maîtriser et t'apprends beaucoup, quoi. Tu comprends beaucoup de choses sur les voitures là-bas. C'est Ouais, c'est hyper mais agréable, quoi. là, bah pareil, tu vois, moi je trouve que la Malaisie, c'est la même chose. Ah ouais. Maintenant, ce que je peux reprocher à des pilotes comme Brooke, justement, qui lui m'a un peu énervé, hein, je dois dire, quand j'ai vu ce qu'il faisait dès le départ, en fait, tu te dis que tu as 4 heures de course, c'est une discipline qui est là justement pour te faire prendre de l'expérience au volant, etc. T'as ramené les Il a caisses à semé l'autre des bout du débris monde. partout. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah ouais. tu vois, tu casses tout dès le premier, tu casses la baraque dès le premier virage. C'est pas vraiment le briefing qui a dû être donné par, Sacha Fassbender, le patron d'Inter-Europol, tu vois. Et bon, voilà, c'est même frustrant après parce que même Kevin Rabin n'a pas vraiment pu rouler avec une voiture qui soit en bon état. Enfin, voilà, ça a mis toute l'équipe en mauvaise posture, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets. Tu as raison. Je comprends très bien que les jeunes pilotes ou les pilotes moins expérimentés, parce qu'il n'est pas jeune, Steve Brooks, mais en tout cas il est jeune dans la compétition, soient un petit peu grisés par la vitesse justement au départ. Mm. C'est l'intérêt de leur faire prendre le départ, mais c'est aussi la contrepartie, quoi. Il faut être un peu plus prudent parfois. Donc voilà, bon, bref, en tout cas, un LMP3, ça a été animé à ce niveau-là. Et Graf, quand même, qui termine sur la troisième marche du podium dans cette première course. Donc Ultimate et Graf sur deux des trois marches Ouais, du bien podium joué. en Ouais. LMP3. C'était plutôt une bonne première course. Ça s'est moins bien passé dans la deuxième, on va y revenir. Et puis donc en GT, tu le disais, 27 voitures engagées. Là, il y avait du niveau, j'allais dire, et il y avait surtout beaucoup de voitures sur la piste. Et bah, ça s'est pas très bien passé pour tous, hein, c'est normal en même temps quand il y a beaucoup de monde. Moi, je retiendrai la fin de course, évidemment. Encore Ferrari qui est capable de faire d'excellentes performances et de signer le doublé avec Kargai, avec Esteban Masson, avec Daniel Serra, et pas de Takeshi Kimura qui, ce week-end, était absent. Il avait une bonne raison, c'est que sa fille se mariait. Donc voilà, il pouvait pas être là. Et on voit que chez Kargai, autant en ELMS qu'en Asian Le Mans Series, ça fonctionne. C'est Ferrari. Bah, décidément, elles sont au rendez-vous. Je crois que Kargai a offert la centième victoire, Ah, c'est ça, pour c'était la ça. Ferrari 296. C'était exactement ça ma stat que je voulais sortir, tu vois. Ah, ah Ouais, bah mince, je t'ai coupé un tout le pied. Non, non, mais c'est. Bah, je vais la détailler un peu plus, puisqu'en fait,
c'est Ferrari qui a envoyé ça. C'est pas, je l'avoue, c'est pas moi qui ai trouvé cette stat. Ou toi, peut-être avec tes calepins, avec toutes tes notes, tu l'as trouvé. Mais Ferrari a envoyé ça, ils ont communiqué là-dessus. Évidemment, ils ont tout intérêt à le faire. Et donc, Bah oui. c'est la 24e victoire. Enfin, sur les 100 victoires qu'il y a eu, pardon. Donc là, c'était la 100e. Sur toutes ces 100 victoires, au total, il y en a 24 qui sont des victoires au général. Et il y en a Ah 76 oui. qui sont des victoires de catégorie. Donc là, en l'occurrence, c'est une victoire de catégorie. Donc voilà, il y a 24 victoires au général quand même. Enfin, je trouve ça fou parce que la 296, elle est quand même pas vieille. Enfin, moi, ça me. Je sais pas. C'est assez récent. Ouais, je suis d'accord. Bah, Bah, elle ça. est bien née, hein. Ouais, ouais, Cocorico encore, puisque tu parlais Ah, c'est vrai. d'entreprise française. En fait, Orica qui, ça fait bah que voilà, 2 qui est saisons, derrière quoi. ça. Parce que les débuts, c'était janvier 2023 avec Daytona, pardon. C'est ça. Et puis, parmi les victoires emblématiques, au général, il y a le Nürburgring. Ouais, C'est c'est quand clair. même, celle-ci, c'est quand même, elle est massive, quoi. Parce que constructeur Avec non l'équipe allemand. Fricadelli Racing. Ouais, Tu c'est te dis, ça. mais c'est pas possible. Constructeur non allemand qui s'impose au Nürburgring, c'est dingue. Donc voilà, ouais, 100e victoire, je trouvais ça. Avec Kargay, quoi, c'est marrant, mais ça fait beaucoup, quoi. 100 victoires en 2 saisons, c'est énorme. Énorme. Alors après, oui, je suis d'accord, mais d'un autre côté, elles sont quand même pas mal engagées aussi. Et Bah, puis bien ce sûr. qui a pu aider, c'est bien évidemment l'arrivée massive de ces GT3, pas que dans les séries SRO, mais bien évidemment maintenant dans les séries ACO aussi. Donc c'est vrai que ça peut faire gonfler aussi ce chiffre, mais toujours est-il qu'il faut les gagner, ces 100 victoires quand même. Mais en tout cas, petit truc de coulisses, tu vois, Ferrari, ils ont communiqué là-dessus. Je sais qu'il y a quelques années, enfin avant la 296 en tout cas, quand moi je voulais avoir des stats sur un peu plus historiques, tu vois, sur les 360 Modena, les 458, les trucs comme ça, ils n'ont pas vraiment de compte, de stats officiels à te communiquer, tu vois. Ils n'ont pas un listing ultra précis de toutes les courses auxquelles les châssis ont participé. Alors que tu pourrais. Oui, Tiens, chez Porsche, je crois qu'ils sont un peu plus carrés, mais c'est compliqué aussi parce qu'il y a tellement de bagnoles en circulation. Et par contre, c'est chez Lamborghini où ils sont mais juste dingues. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui fait partie de l'équipe communication Lamborghini ouais. Squadra Corse qui fait pas que ça, mais en gros qui est le référent statistique, quoi. Et c'est marrant parce que quand tu demandes des infos, lui il est ultra précis et il tient à jour vraiment week-end après week-end les stats. Donc il va pouvoir te sortir les stats du Super Trofeo ou des Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 machin. Il va te dire le nombre de courses qu'elles ont fait, le châssis il est là, il a fait ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était juste une petite parenthèse, mais pour te dire que tu vois, pas forcément les constructeurs les plus connus ou emblématiques en tout cas. Enfin là je compare Ferrari et Lamborghini, tu vois. Mais chez Lamborghini, Ouais. il y a un suivi qui est incroyable de la vie des châssis et des voitures. Et donc s'il y a une stat, bon, Lamborghini gagne moins de courses, mais en tout cas s'il y a une stat un jour à sortir, t'inquiète pas elle va être pondue à l'instant où la voiture passe la ligne, quoi. Parce qu'ils ont vraiment un suivi Sympa. très fin. Ouais. Ah ouais, le mec, il a justement ses calepins, Ah quoi. ouais, il C'est a tout. la Lui, il a tout. 32e, 5e place de ce Exactement. châssis. C'est ça. On est presque là-dessus. Exactement. Ah, sympa, sympa. Bon, en tout cas, chez Ferrari, on sait effectivement se mettre en avant. Alors, ils ont quand même profité, hein, chez Kargay, mine de rien, d'une petite erreur de Sbirajoli en fin de course. Malheureusement, j'allais dire un petit passage par la voie des graviers. Je sais pas si on peut Ouais. dire ça comme ça, en tout cas dans le bac à gravier. Et ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Mais bon, ça reste quand même un doublé pour Ferrari. Et ça pouvait même faire un triplé d'ailleurs, parce qu'il y a eu une pénalité, hein, pour la 74 de chez Kessel, qui a pris 35 secondes, je crois, de pénalité parce que ils avaient un stop and go qu'ils n'ont pas pu faire en piste. Et donc, ce qui offre finalement un podium à la Porsche de chez Mante. Tiens, tiens, ils sont encore là, eux, Mm. avec Ryan Hardwick, avec Ricardo Pera et Richard Lietz. C'est vraiment l'assurance vie, j'allais dire, hein. Ils terminent encore sur le podium, quoi. Carrément. Écoute, dans ce flot de Ferrari, Porsche, Oui. Mercedes, etc. J'étais en train de chercher. Faut que je mette mes lunettes. Non, je les ai déjà sur les yeux. Mais il faudrait que je Ah, mette mes lunettes pour voir les McLaren. Moins bien et moins à la aïe. fête que ce qu'on avait pensé, hein. Ah, elles sont loin, 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 parce que C'est fou, hein. la première McLaren est 12e. Alors, pourtant, les pilotes sont quand même plutôt en vue, mais chez Optimum Motorsport, on n'a pas été en mesure de vraiment maximiser les performances. Alors, le premier virage a aussi fait pas mal C'est de ça. dégâts Mm. et a fait perdre pas mal de place. Mais bon, quand même, hein, je veux dire, c'est pas les seuls à avoir été pris au piège. Et finalement, oui, ils terminent un peu loin. Je suis d'accord avec toi. Aston Martin aussi, hein, pas forcément beaucoup représenté. Et donc, bah, pas forcément bien placé non plus, hein. 11e place pour la première, avec pourtant un Marco Sorensen, hein, qui fait partie
de l'équipage. Et puis, un petit point aussi, parce que je sais que vous les connaissez et vous les aimez bien, mais ces Iron Dames, bon, ça a été des débuts difficiles pour Célia Martin, faut bien le dire, avec une qualif en 21e position. Bah forcément, quand on se qualifie loin, on est potentiellement pris au piège. Et là, dans le premier virage, bah voilà, ça a été justement une perte de temps assez importante. Bon, c'est vraiment l'objectif, hein, je dois dire, pour les Iron Dames, avec une Sarah Bowie qui est donc Silver désormais, et Mitchell Gatting qui a signé a priori un contrat avec Porsche, hein, Oui. qui est une pilote Gold et qui a été reconnue à sa juste valeur. Eh ben, c'est une saison d'apprentissage, j'allais dire, pour préparer le WEC et le LMS. Michel Gatting, elle devient pilote officiel Porsche, c'est ça, hein? Si je dis pas de Bah, je bêtises. crois. Ouais, ouais, en tout cas, elle est contracted driver. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire comme. Parce que tu sais, ils ont plusieurs Ouais. échelons Ouais. chez Porsche. Mais voilà, en tout cas, elle est avec Porsche. Parce que c'est bien, c'est un move intéressant. Après Ferrari qui a officié Oui, Lilou Wadou il y a 2 ans, je crois maintenant, 1 an et demi, 2 ans. exact. Je trouve que bah, Et attends, on en parle souvent de l'épopée Iron Dames et de la présence des femmes en sport auto, mais voilà, c'est par ce genre d'action aussi que ça évolue, quoi, que les mentalités évoluent, donc ça c'est cool. et je vais pouvoir parler aussi, et ça, c'est pas en endurance, ça l'est plus en tout cas, mais de Karen Gaillard, qui a été sélectionnée à la Porsche Scholarship, C'est quoi, vrai. qui a fait une sélection et qui a été choisie, elle qui était en Michelin Le Mans Cup avec Célia Martin. Donc C'est vrai. voilà, Et, petite parenthèse. et par contre, on a, j'ai très envie de parler de Genesis et Hyundai, donc pardon, mais je commence Ah, déjà à déborder, mais bon, d'accord, on a eu, on tu va en sais, parler. comment dire, notre ami André Lauterer qui n'est plus pilote officiel Porsche, qui donc va être dans C'est l'aventure vrai, Hyundai. On va en parler un petit peu après. Et là, ce incroyable. week-end, on a appris aussi que Gian Maria Bruni n'est plus Oui, pilote Porsche. Alors lui, la sortie, elle est quand même moins glorieuse, quoi, parce que je t'avoue que l'histoire de Gian Maria Bruni avec Porsche, elle est quand même assez particulière, on va dire. Et elle se termine comme ça, par un communiqué en disant, bah, voilà, il est plus pilote officiel. Bon, il roulera peut-être chez JDC, mais voilà. Je trouve ça bizarre, cette façon de faire, quoi. ouais, j'ai pas compris cette fin de carrière non plus Mm. pour Gian Maria Bruni, qui a offert quand même des pôles aux 24 heures du Mans, qui, Ah oui. se souvient, était très associé avec Ferrari évidemment, et qui ensuite est passé chez Porsche. C'est vrai que cette fin de carrière très L'histoire bizarre, il était moins mis de... sur les gros programmes, et là c'est vrai il y a un shift, hein, j'ai l'impression, chez Porsche Oui, aussi, où oui. on se défait un peu du passé, et on va sur la nouvelle génération, ce qui est pas illogique, hein. Parce que l'histoire de Gian Maria Bruni avec Porsche, elle est quand même particulière. Il est arrivé débarqué de Ferrari milieu de saison. Enfin, débarqué, non, il a signé chez Porsche, quoi. Mais Ouais, il est arrivé, il n'avait pas le droit tout de suite de piloter. Donc je crois même qu'il loupe une édition du Mans, parce qu'il est ouais, il me ni semble, ou en tout cas Ferrari ni Porsche. il loupe quelques courses, oui, ça c'est sûr. Et ensuite, il a fait notamment le tour stratosphérique avec la 911 GTE. Donc ça, c'est Le Mans 2018 avec la déco Rothman. Donc là, c'est la Cochon Rose qui gagne, mais lui, il fait le tour de la pole sur la Rothman. Et Ouais. après, en fait, enfin, le truc, c'est que lui, il est passé à côté de l'épopée 919 à l'époque. Et enfin, il y a eu une question de timing un peu particulière. Comme tu dis, il était vachement lié à Ferrari. Et je trouve que son passage chez Porsche a été moins brillant, on va dire. Mais bon, après, il a fait de belles choses, évidemment. Mais tu vois, la façon dont ça se termine, c'est étonnant. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai vu passer ça et bah oui, il fallait avoir les yeux Ouais, bien prêts pour lire cette brève parce que bah, ça n'a pas fait non plus les gros c'est titres. ça, c'est une manchette, alors que Jean-Marie Bruni, quand même, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc, ouais. Ouais, non, je suis Peut-être qu'ils vont le entièrement récupérer d'accord. chez Hyundai, du coup. Ah, tu crois? Ah oui, c'était pour Non, ça. Ah oui, bah ça. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, première course qui a été assez disputée, assez mouvementée, mais que dire de la deuxième? Alors malheureusement, c'est vrai qu'on est resté un peu sur notre faim, parce qu'on a eu 2h37 sous drapeau vert finalement, mais pour une course de 4 heures, on se dit, ben, c'est pas beaucoup 2h37. Oui, parce qu'on a eu 33 minutes de drapeau rouge qui finalement s'est transformé en drapeau à damier en fait, hein. On s'est arrêté parce qu'il y a eu des grosses précipitations. On savait que le déluge était attendu, euh, mais c'est bien ce qui a été le cas. Alors, ce qui fait que bah, finalement, pour l'organisation, j'allais dire, et pour les points et tout ça, pour certains pilotes en tout cas, bah, ça n'a pas été facile parce que ils n'ont pas tous roulé comme ils auraient dû le faire. Et donc, bah, ça a un petit peu été un piège. Je sais que chez Proton, par exemple, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits de la stratégie qui avait été mise en place et de la fin un petit peu abrupte finalement, parce que j'imagine quand même, autant on a critiqué Proton sur la première course, sur la deuxième, il y avait un podium à jouer, voire même mieux hein, pour l'équipage de la 22 avec Tom Dillman, Vlad Domko et Giorgio Roda.
Oui, bah clairement, comme tu dis, une fin de course comme ça, c'est toujours problématique. T'as pas anticipé ça sur ton relais de pilote, sur les choix de pneumatiques, c'est pareil, ça fout le bordel. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure en intro, hein, c'est la joie de l'Asie. On a souvent des Oui. conditions, enfin la joie. Là, ça va parce qu'on a quand même eu 3 heures d'épreuve, enfin 3 heures. Quand on prend le total, voilà, le temps final c'est 3 heures 3 minutes en gros d'épreuve. C'est quand même mieux que des manches qui ont pu être écourtées à Fuji ou qui n'ont même pas eu lieu. Enfin, voilà. Ah oui. On peut quand même s'estimer heureux. J'espère qu'en tout cas, ça sera pas le cas sur chaque manche parce que c'est vrai que l'Asie, c'est toujours compliqué de savoir quand y rouler, quoi. Je- Oui, mais il n'y a pas vraiment de Bah bonne non, bah non, c'est période ça. parce que tu peux toujours avoir les C'est ça. douches, j'allais dire, ou le déluge. Alors, bah, il y a quand même des zones où on sait, à décembre, c'est un peu à risque, hein, on s'en doute. Mm. Il y a août aussi qui peut être à risque, et puis potentiellement mai. Donc voilà, bon, Monsieur il y a quand même connaît des. la météorologie asiatique. Ah mais je vois, non mais t'as tellement de talent, c'est incroyable. Non, bah, incroyable, incroyable. Avec mon homonyme qui était présentateur météo, mais ça n'a rien à voir avec ma famille, Ah hein, oui, c'est Patrice vrai, Drevet. exact. Ah la vache. Mais je suis beaucoup moins spécialiste de la météo que lui. Un sacré client. J'ai des histoires avec lui en parlant Ah de. bon? Oui, oui. Ah bon, Non, d'accord. bref. On y Il y en a reviendra. peut-être certains qui ont la ref sur les plateaux repas en avion, tout ça. Enfin, il y a des histoires avec lui. Ah Ouais, ouais? je te Ah non, raconterai. ah bah je l'ai pas, tu Je te vois, je raconterai. l'ai pas. Mais je sais que son fils, en tout cas, est chez M6, par exemple, pour Turbo. Bref, en tout cas, eh ben dans cette deuxième course, oui, il y a eu cette interruption. Bon, encore fallait-il bien se placer, justement, être intelligent en stratégie pour être dans les premières positions au cas où il y ait un safety car, voire même un drapeau rouge, ce qu'il y a eu. Et ben je dois dire encore, alors bravo à Algarve parce que c'est vrai qu'ils ont cette expérience, mais j'allais dire bravo à RD Limited parce que franchement, alors oui, ils ont Tristan Vautier, ils ont James Allen, ils ont Fred Pourdade qui, lui, en début de course, parfois était un petit peu plus en difficulté, hein. Lui qui roulait d'ailleurs chez Algarve en ELMS il y a 2 ans avec Tristan Vautier et qui là, eh ben, avec RD Limited, a trouvé deux très très bons clients. Encore un podium, ce sont eux qui sont en tête du championnat LMP2, hein, l'équipe de Romain Dumas. Quel incroyable week-end! Est-ce que tu penses qu'ils vont décrocher leur Ah, sésame pour les 24 heures du Mans? Ah, c'est trop tôt pour alors, le dire, on a fait que 2 courses. Mais bon, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on peut penser que la motivation est là parce que Romain Dumas l'a quand même écrit, hein, mine de rien. Bon, on n'a pas été sélectionné en ELMS. On voudrait évidemment trouver notre place aux 24 heures du Mans en LMP2. Et c'est tout à fait jouable et possible. Alors, moi, je peux comprendre, et on y reviendra hein, sur cette liste LMS là dans quelques minutes, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément mis l'accent sur une nouvelle équipe, tellement il y a de demandes aussi en ELMS. ah oui, non, mais qu'il soit, je sais pas s'il est vexé, j'ai pas lu sa déclaration, mais oui, c'est effectivement quand tu montes une équipe en LMP2, bah il y a pas 50 000 championnats où tu peux rouler, Ouais, c'est ça. donc voilà. Et puis, si tu veux, à la CO, et je le comprends, on aime bien les équipes aussi qui, un peu à l'instar du Team Virage, ou l'équipe Oui, RLRM Sport, par je exemple, te vois commence venir, par ouais, le LMP3, exactement. ou par la Ligie European Series, ou par la Michelin Le Mans Cup. Enfin, tu vois, essayer un petit peu aussi de gagner sa place. Inter-Europol l'a fait comme ça. Il y a un côté un peu prétentieux effectivement de se pointer et d'être direct en P2. Après, bah il gagne la première course, il fait 2 dans la deuxième. Oui, Bon bah voilà quoi, ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, prétentieux, oui et non. C'est-à-dire que c'est clair. confiant, quoi, j'allais dire. Ah ouais, bah, oui, oui, moi je pense que c'est solide et que ça serait pas mal. Ça serait un beau, une belle aventure quoi, de décrocher comme ça dans le premier championnat, la première saison. Bon, il y a peu de courses, mais de décrocher une invite pour les 24 heures du Mans, ça serait juste C'est incroyable. incroyable. Ouais, Ah ouais, ça mais bah, de toute lancerait façon, de ça. manière incroyable son équipe quoi. J'allais dire que c'est un peu à l'instar du pilote, hein. Romain Dumas, il a souvent eu des super résultats, des opportunités qu'il a saisies. Enfin, vraiment, c'est un top pilote et ça sera certainement un très bon team manager Ah et ouais, chef d'équipe. En tout cas, c'est bien parti, ça c'est clair. Malheureusement, Mathias Bech, forfait pour cette deuxième course. Je voulais aussi le souligner parce que il ok. n'était pas bien ce week-end et pourtant, il va avoir un gros programme l'année prochaine et on est content de voir que ça se développe bien pour lui parce qu'il sera en IMSA aussi, hein, Mathias Bech. Donc dommage de ne pas l'avoir vu avec l'équipe Proton. Je voulais parler un peu de DKR, alors même si sur le résultat, bah, c'est pas génial, malheureusement, hein, j'allais dire, cette équipe de Candy Jean Classe, mais 7e et 9e. Mais je dois dire que Lorenz Heur a vraiment été très efficace et belle bataille en piste, notamment dans la deuxième course, hein, Mhm. avec bah, la 83 de Mathieu Vaxivière. Carrément, bah, il est toujours au rendez-vous, Lorenzer, enfin souvent. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, oui, le résultat final n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'eux.
Mais j'ai bien aimé, tu vois, sa bataille parce que comme tu disais, sur ce circuit, on a quand même on Ah a ouais, tout en fait. On a des grandes lignes droites, on a des gros freins et on a aussi des grandes courbes en appui. Et bah là, il fallait avoir du courage ouais. et il en a eu justement Lawrence Heur pour pouvoir prendre l'avantage. C'était pas facile. Il a essayé à l'extérieur, à l'inter, à l'extérieur et puis finalement, bah, il a trouvé l'ouverture et c'était beau. Voilà, il y avait des belles phases de course. Moi, j'ai trouvé C'est un dans circuit dans c'est un cette circuit course. pilote, hein, quand tu vois les batailles qu'on a eues, effectivement, en général, bon, il y a toujours des batailles un peu secondaires où on n'est pas avec les couteaux Oui. les plus affûtés. Mais globalement, quand même, les belles batailles qu'on a pu avoir en piste, c'était avec des pilotes qui sont plutôt d'un bon niveau. Et ça se voit, c'est un circuit ouais, c'est un vrai circuit pilote, quoi. Ouais, et puis, tiens, je rebondis parce que circuit de pilote, et puis vu la météo, il faut aussi bah, assumer ses choix. Et c'est ce qui a été fait par l'équipe Algarve. Parce que s'il se retrouve aux avant-postes, c'est quand même qu'il y a eu un bon choix stratégique de la part de cette équipe, avec un Malte Jakobsen qui n'a pas passé les pluies et qui est resté en slick pour bah, justement Mm. être Ouais. Perdre moins bien de temps placé, et être quoi. bien. Ouais, ouais. Ouais, le bon call qui, comme d'hab en sport auto, hein, là, fonctionne, aurait pu être un choix totalement foireux, mais là, effectivement, sur cette course 2, comme tu dis, c'est le 1-3, le 1-3 de Algarve pour Racing, Ouais, il est c'est fort, pas un quoi. hasard, Non, quoi. non, il est fort, ouais, carrément. Alors, il y aurait pu avoir que un 1-4 par exemple, parce que Oui, moi je me souviens quand même de Tom Dillman avec l'équipe Proton, qui justement pouvait être sur le podium, voire même mieux, mais qui a perdu beaucoup de temps avec le changement de sa roue arrière droite. On a vu c'est d'ailleurs vrai. Giorgio Roda qui était vraiment pas content. Ah, ça arrive, hein, je veux dire, à un moment, ça fait partie du jeu aussi. On gagne ensemble, on perd ensemble, hein, comme on dit. Ouais, puis, bah, de toute façon, c'est ça, hein, si c'est pas sur la piste, parfois c'est dans l'exécution. Tom Dillman, j'en avais parlé, tu sais, je t'avais dit que j'avais échangé avec Oui, lui. Il m'avait dit que le LMS, notamment l'année dernière, ils l'ont perdu aussi sur ça, sur, euh, sur des bêtises ou sur des erreurs d'exécution, sur un passage au stand qui est trop long, sur voilà, en termes de pilotage, il m'a dit on n'a pas mis une roue dehors. Alors, c'est ça, vrai. les pilotes aiment bien dire des choses comme ça, après il faut vérifier quand même. Mais non, mais en tout cas, il me le disait pas dans le sens je suis un robot, je fais jamais d'erreur. Non, il me l'a vraiment dit en termes de pilotage, on n'a pas grand chose à se reprocher. Et il dit après, la course, tu la perds pas que parce qu'il y a un mécano qui a fait une erreur, hein. C'est un ensemble, tu viens de le dire. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, c'était un peu sur l'exécution que ça pêchait. Et là, bah voilà. Alors, est-ce qu'il a un chat noir J'espère pas, Ah non, 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 non. mais voilà, ouais, il y a eu Non, ça parce chez que eux. Ouais. il a quand même été titré en IMSA. Voilà, il a fait une super saison en Ah bah, ELMS. D'ailleurs, il elle est continue avec incroyable, ça. Interopol, hein. Oui, Ça a oui. été officialisé, donc bon. Ouais, c'était pas officiel. Enfin, oui, Pas quand on a enregistré l'épisode, c'est mais ça. une fois qu'on a sorti l'épisode, c'était officiel. Bon bah voilà, on arrive avec un peu de retard, c'est pas grave. En tout cas, on salue Tom et encore une fois, belle perf au volant. Donc ça, c'était très très sympa à suivre. Voilà pour le LMP2, hein, on va dire. On a eu aussi bah, finalement un petit peu plus de difficultés chez Pure Racing, mais ça c'est pas étonnant dans une course euh, bah, qui a été, on l'a dit, marquée par des événements un peu extérieurs. Voilà, les équipes nouvelles, hormis RD Limited, bah, sont parfois un petit peu plus en difficulté. Voilà, c'est vrai que Pure Racing termine 8, c'était un petit peu moins flamboyant que la première course. Par contre, en LMP3, eh ben, c'est une nouvelle belle démonstration de la part d'Ultimate, encore avec ce même trio justement, qui s'impose deux fois de suite, qui sont en tête du classement LMP3, évidemment. Moi, je voulais revenir sur la belle lutte qui a eu lieu entre iClass Racing et RLRM Sport, hein, finalement. iClass Racing avec deux pilotes seulement. Alors, on a compris, hein, c'était pour des raisons médicale, un peu comme la Proton numéro 11 en LMP2. Et puis bah, ça s'est joué à 3 dixièmes sur la ligne, hein. Moi j'aime bien cette catégorie LMP3, voilà, tu vois, en LMP2 c'est serré. Bah, en LMP3 aussi, RLRM Sport qui rate la deuxième place d'un rien, d'un tout petit chouïa. Mais c'est quand même bien disputé, hein, cette catégorie. Moi j'aime quand même bien, hein. Mais Tu pourras la suivre à l'avenir un petit peu mieux. Voilà. t'as réussi à m'y raccrocher, c'est vrai. Non, bien joué, bien joué. Tu vois, bon, voilà, en LMP3. Non, pas plus de choses à dire. Encore des petites erreurs de Steve Brooks. Bon, voilà, ça maintenant, vous en avez l'habitude. Et on va le suivre attentivement hein, pour les deux Ah, dernières courses ah de oui, la mais il saison. va lui Enfin, faire les plaisir. 4 dernières courses. Bah ouais. Ah non, il faudra se calmer un petit peu hein, à Dubaï, 8-9 février. Et puis Yas Marina à Abu Dhabi, les 15 et 16 février pour conclure la saison. Finalement, ouais, il y a une grande pause hein, maintenant pour ces pilotes. Donc je disais qu'il n'y avait pas d'intersaison. Bah si, pour certains, il y aura intersaison. Et puis pour d'autres, bah, il y aura peut-être des courses justement à Dubaï pour les 24 heures ou en Daytona. IMSA. Ouais. Bah oui, voilà, exactement. Donc
c'est quand même assez chargé. Et puis donc en GT, parce que je sais que ça te tient à cœur, en GT, eh ben voilà, ça y est, victoire de Mercedes, on les attendait. Ils ont officialisé leur venue en ELMS et en WEC surtout. Et ben voilà, ben en Asian, ça fonctionne avec un Jules Gounon, Gabriel Piana et Rinat Stalikov qui s'imposent d'un rien dans une course, on l'a bien dit, hein, perturbée par la pluie. Bah voilà, écoute, oui, pas grand-chose d'autre à dire. Effectivement, Mercedes, on va en attendre beaucoup. Enfin, il va être beaucoup observé l'année prochaine en Oui, WEC. J'attends de voir ce que ça va. Je suis impatient. Ça fait. Tu sais, quand il y a des programmes qui sont annoncés ou des constructeurs, etc., c'est toujours en tant qu'observateur, connaisseur, on va dire, d'endurance, ça fait toujours plaisir. Et Mercedes, c'est vraiment un truc qui me que j'attends encore plus, quoi. Je suis vraiment impatient de ouais, les c'est voir. vrai. Avec ce programme, comme tu l'avais dit, tu sais, tu avais dit c'est pas un programme officiel, machin. C'est vrai, parce que c'est de la compétition client, GT3. Et bon, quand même, je sais Ah, ils pas. sont derrière, hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien les savoirs là, quoi. Ah, mais j'en ai discuté justement parce que certains écoutent ce podcast et on vous en remercie. Et vous mettez des étoiles et c'est parfait. 5 de préférence. Mais justement, j'avais dit, ah, bah, c'est peut-être pas un programme officiel. On m'a quand même confirmé, hein, certains pilotes m'ont confirmé que certes, c'est pas un engagement officiel, mais le constructeur est quand même là derrière, hein. Il y a certains constructeurs comme ça, hein, plus impliqués que d'autres. T'as du Mercedes, t'as Aston Martin qui est impliqué, Oui. t'as bah, Ferrari aussi, hein, évidemment. Donc voilà, t'as quand même. Et puis Porsche où il y a beaucoup de voitures qui sont engagées, mais bon, le constructeur garde quand même un œil assez attentif, on va dire, aux performances des voitures. Donc là, bah, je trouvais qu'avec l'équipe Winward, hein, c'est pas l'équipe Iron Dames hein, ou Iron Lynx qui exploite la Mercedes, mais en tout cas avec Winward, bah, ça a été une belle victoire. Ils ont su finalement bien gérer aussi cette arrivée potentielle de la pluie. Donc Mercedes devant Porsche et Ferrari. Donc bah, finalement, c'est plutôt bien réparti. Et les Iron Dames terminent 7ème. Donc voilà, beaucoup plus à l'aise, j'allais dire, même si la course a été un peu raccourcie et que Mitchell Gatting a encore été malchanceuse et n'a pas eu beaucoup l'occasion de rouler finalement. C'est vrai qu'elle, elle a enchaîné une saison où son temps de pilotage est moins Assez faible, impressionnant, hein. quoi. Ouais, 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 carrément, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Il y avait. Non, c'était quand? C'était cette année. Oui, c'est cette année. Dries Vanthoor qui a eu un début de saison où, tu sais, on en avait parlé, où il avait peu Ah roulé. oui, Parce que son équipier avait foutu la caisse dans le mur à Bathurst. Au Mans, bah, bon, voilà. Nürburgring, je crois qu'il a pas roulé parce que la course, les 24 heures du Nürburgring cette année, ça a duré 2 heures, quoi. Et enfin bref, il avait très peu de temps de pilotage, je crois, jusqu'au Mans. Et au Mans, en plus, il a fou dans le mur. Enfin, il se fait ouais, aider. il en a pas eu Il beaucoup se fait plus, aider, ouais. ouais. Bien aidé par Kubica quand même. C'est vrai. Et là, ouais, c'est marrant. Et Michel Gatting, je pense qu'elle a aussi une stat pas terrible en ce sens-là, quoi. Entre la caisse qui avec le bouchon, là, je sais plus quoi, qui est mal, qui est pas fermée quand Ah elle ouais. arrivait au stand, elle peut pas faire son relais. Le truc en ELMS, enfin, c'est incroyable, quoi. À chaque fois, la Ah frustration non, qu'elle doit avoir, c'est dingue. très très décevant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, autre déception aussi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Kargai qui s'impose dans la première course Ouais, et qui dans la deuxième, eh ben, avec un Ushida qui avait été solide et que j'étais en train d'encenser, c'est vrai. ah bon, bah, j'ai regardé la deuxième course, je me suis dit, bon, bah, aïe 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 Bah, aïe, moins il s'est bien, ouais. peut-être Moins pris les bien. pieds dans le tapis. Bah oui, après ça peut arriver, hein, mais voilà, petite erreur et lourde de conséquences en fait, hein. Un contact avec la Lamborghini numéro 42, et puis bah voilà, ce sont les deux voitures Double qui contact, finalement même, ouais. ont dû abandonner. Ouais. Double contact, intérieur-extérieur du pied. Et après, le capot qui s'est retrouvé sur la piste, il y a une voiture qui l'a Ah oui, emmené. Enfin, ouais, c'était beau. Belles images. ça, j'ai bien aimé ça. Une autre voiture qui avait le capot de la Ferrari, c'était C'est une très belle image. bien belles images. Enfin, moi, j'adore ça. Mais dommage, voilà, dommage pour Esteban Masson, le français, pour Daniel Serra, et puis donc pour l'équipe Kargai Kessel, bah voilà, qui manque quand même l'occasion de bien figurer au championnat dans cette catégorie GT, qui finalement est quand même très disputée, hein, mine de rien, Ah ouais. parce que au classement, bah voilà, avec tout ça, on se retrouve avec bah, finalement peu d'écart, bah c'est normal, hein, il n'y a eu que 2 courses, tu vas me dire, mais peu d'écart, et c'est Mercedes qui finalement, eh ben, au profit de ces 2 courses assez solides, est en tête pour 7 points devant la Ferrari de chez F Corse. Kargai quand même, hein, avec sa victoire à 25 points et donc est troisième, mais voilà, on va dire que les cartes ont été redistribuées et c'est finalement Mercedes qui, à l'issue de ce double week-end, eh ben, se retrouve en tête. Voilà, Bah, c'était j'en suis heureux, tu vois. voilà, c'était la petite conclusion que je voulais apporter. Bon, parlons rapidement de l'ELMS également, parce que la liste des engagés a été dévoilée. Je m'attendais à ce qu'elle soit dévoilée un peu plus tard. Bon, je n'ai pas eu les bonnes C'est ce infos. qu'on m'avait dit aussi. C'est ce qu'on m'avait dit aussi.
Et puis finalement, elle est arrivée début décembre, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle évidemment, parce qu'on va pouvoir en parler, même si je te dis tout de suite, hein, on aura l'occasion, et on vous dit tout de suite, hein, évidemment, de faire un épisode plus long sur cette liste des engagés. Juste là, on voulait en parler parce que c'est sorti. Et puis il y a eu la surprise de ne pas avoir l'équipe de Romain Dumas, mais la bonne surprise de retrouver deux voitures de chez Idexport. Est-ce que tu me vois venir? Oui, Ah, tu fais, bon, d'accord. tu fais une transition tout de suite vers le sujet Genesis. Qu'on Ah va... tu veux en parler? Bah non, mais carrément, IDEC, ils sont clairement plus là juste pour préparer. C'était la rumeur comme quoi ils allaient être l'équipe qui allait exploiter le programme Genesis. J'avais Donc, les bonnes infos. oui, c'est vrai, C'est parce bon. que moi, on m'avait dit Romain Dumas. Ouais, ça paraissait quand même court, mais bon, bref. Mais là, voilà, c'est officiel. Et le truc, c'est que, tu vois, j'y ai réfléchi après, quand j'ai vu cette annonce, et je me suis dit, mais ça devrait être obligatoire de faire cette. Comme tu le disais tout à l'heure, un peu avec Romain Dumas, du genre, il aurait dû faire P3, P2. Enfin, il aurait dû. C'est un peu la Faire ses volonté. classes, entre Ouais, guillemets. c'est la volonté de la CO d'avoir cette pyramide de l'endurance. Bien Et, sûr. et du coup, le fait d'avoir cette montée en puissance, d'avoir cette saison, tu vois, de préparation avant de faire l'hypercar, je trouve que c'est top. Et je me suis dit, ça devrait être obligatoire. Sauf qu'en réalité, c'est difficile d'imposer ça. Et surtout, je me suis dit, en fait, il y en a pas mal qui l'ont fait. Entre WRT qui a fait ça quand même avant d'avoir le programme en théorie Audi et qui finalement s'est transformé en programme BM. On a Ouais, Prema qui a quand même fait ça aussi avant de prendre la main sur le programme bien sûr. Lamborghini, machin. Enfin, finalement, il y a cette vraie logique. Là, c'est juste que ça a été annoncé vraiment officiellement et il y a un vrai. Enfin, voilà, comme tu dis, une vraie montée en puissance et un vrai soutien officiel. Et je trouve ça cool parce que ça montre vraiment tout l'intérêt du championnat ELMS, quoi. Ah mais c'est clair, franchement. Et puis d'un autre côté, c'est important aussi, on peut se le dire, c'est logique, pour apprendre aussi les arrêts au stand, pour être efficace, pour ne pas perdre de temps. Enfin, c'est vrai que ça a toujours été aussi quelque chose qu'il fallait avoir en tête. Et les pilotes, ça les prépare aussi, parce qu'il y a quand même Jamie Chadwick, hein, qui vient en endurance désormais, elle qui était en monoplace et qui a gagné la W Series à plusieurs reprises. Oui. On a un ancien pilote de F1, Logan Sargent, qui arrive dans ce programme. J'avoue que je sais pas trop d'où il vient. Moi non plus, mais Et bon. puis Mathis Jobert, hein, qui était assez suivi par IDEX. Ça fait 2-3 fois qu'il fait des essais avec la voiture LMP2. Ça, c'est bien pour Mathis Jobert, qui vient de la Porsche Cup. Et vraiment, belle progression aussi de sa part. Je suis très très heureux pour lui. Pour la France aussi, parce qu'il y a pas mal d'équipes françaises, hein, qui en fait ont été sélectionnées, sont sélectionnées ou espèrent être sélectionnées. Duquesne avait été sélectionné pour le programme Isota Fraschini, hein, aussi. Donc voilà, c'est pas un hasard de C'est vrai. retrouver, j'ai l'impression en tout cas, ces équipes françaises. Bon, c'est vrai, t'as raison, on fera un épisode dédié. J'ai pas envie qu'on s'y Mais plonge oui, trop en détail, mais en tout cas, c'est une non, on liste peut pas. Bon, costaud, ouais. il y a quand même. Si, alors ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il n'y a pas de grosses surprises sur Non. les engagés. Il n'y a pas de nouvelles équipes qui arrivent et qui débarquent comme ça de nulle part. On a quand même une équipe que l'on ne surnommera plus ou ne nommera plus Cool Racing, mais CLX Motorsport, Mhm. qui a une voiture avec ses couleurs, j'allais dire, la 47, hein, comme d'habitude, et qui fait monter des jeunes pilotes, puisque tu parlais de la pyramide, de LMP3 à LMP2, Mhm. avec Manuel Espirito Santo. Et puis la deuxième voiture, elle est en partenariat avec Pure Racing. Donc on en parlait à Alex Malikin, là, qui est en Asian Le Mans Series, pour se faire la main, si je puis dire. Alors il sera peut-être pas avec les mêmes équipiers, hein, cela dit, parce que Louis Delettra a signé avec Aoba et TF, reste avec TF, hein, justement, et sera en Pro-Am avec l'américain PJ Hayet. Donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en ELMS, la vraie sensation, c'est qu'il y ait 44 voitures. Donc c'est en fait le plus gros contingent de l'histoire de l'ELMS, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment bravo aussi aux équipes de l'ACO, aux équipes LMEM pour Ouais. cette organisation, parce que d'année en année, vraiment, on trouve que ça progresse, et j'espère être encore de la partie l'année prochaine, parce que franchement, c'est un championnat génial. Ouais, et puis pour un championnat où enfin voilà, des gens pouvaient se poser la question de son avenir avec la disparition des LMP2 en WEC, qu'est-ce que ça allait devenir, quelle direction ça allait prendre au sens Mais au qualité de contraire, plateau, etc. Et bah tu vois, je trouve que je ça, trouve que ça ça va fait. plutôt très bien. Ouais, complètement, ça fait progresser le championnat. Et puis on a les LMP3, donc ça c'est quand même pour notre plus grand plaisir, hein, évidemment. Mhm. Mhm. Non, non, c'est sympa, il y a 10 voitures, c'est toujours à peu près les mêmes équipes. Alors la seule surprise de cette liste des engagés, j'allais dire, c'est de ne pas retrouver le Team Virage en LMP2, mais je pense que c'est de leur fait, parce que l'engagement en Pro-Am fonctionnait pas trop. Et donc ils se retrouvent en LMP3 avec une voiture.
On espère que ça puisse fonctionner pour eux. On espère pour les équipes françaises aussi, hein, avec Racing Spirit of Léman, avec Ultimate et la famille Lahaye. Et puis avec l'équipe d'Yvan Muller. Ça, c'est une grande nouveauté quand même. Yvan Muller, qui avec son équipe passe de Michelin Le Mans Cup à l'European Le Mans Series. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Voilà, Bah écoute, je voulais le dire. je valide. Et puis avec les nouvelles voitures, on avait déjà fait un épisode là-dessus, avec les nouvelles LMP3, la nouvelle génération qui arrive. C'est vrai, le nouveau moteur Toyota, là, V6, de Michelin toujours, ça change pas. Et puis en GT, là aussi, LMGT3, pas mal de belles équipes, de belles voitures et une vraie variété. Alors je dirais qu'on a un mini championnat du monde, là, cette fois on peut le dire, en LMGT3, parce que Un la peu plus, variété ouais. de constructeurs est grande. On C'est retrouve vrai. une Chevrolet Corvette par exemple. Ouais, c'est vrai qu'on a, effectivement, c'est mieux, il y a de la McLaren, Aston Martin, Mercedes. Bon, il y a quand même, comme tu l'as dit, un contingent de Ferrari qui est juste incroyable. Donc, la 100e victoire à décrocher ce week-end, à mon avis, ça va encore augmenter cette statistique. Mais bon, c'est pas mal, ouais, d'avoir de la diversité. Je suis d'accord. Donc voilà, en tout cas, on y reviendra plus en détail avec les pilotes qui Oui. seront annoncés, parce que là, il y en a certains qui ont été annoncés, mais pas tous. C'est une liste à trous quand même, globalement, ouais. Ouais, ça commence à se remplir un petit peu, mais voilà, on est qu'en décembre. Il y aura des pilotes qui sont annoncés maintenant, qui vont forcément ne plus faire partie de l'aventure parce que il y a des problématiques de budget, etc. Donc ça peut aussi arriver. Et puis voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que dans Endurance Club, on va s'arrêter juste pendant les fêtes, mais on reviendra évidemment chaque semaine comme on en a l'habitude. On parle de Hyundai quand même, hein, parce qu'on a parlé d'IDEC. Derani Lauterer, c'est quand même la grosse surprise de les retrouver, en tout cas pour moi, dans ce contingent Hyundai. J'ai été surpris de voir Moi que aussi. André Lauterer quitte Porsche en fait. Moi je l'aurais bien vu dans un rôle un petit peu à la Nicolas Lapierre chez Alpine, dans un rôle similaire chez Porsche. Attends. Donc, André Lauterer, un jour, il sera. Enfin, j'espère en tout cas. Tu vois, un Jackie X, bon, Jürgen Ah oui, Barth, tu crois? Je sais pas, parce qu'il a fait que 3 bêtises. Mais bref, tu vois, il aura un rôle, je pense, un peu représentant Porsche. Ouais, clairement, enfin, alors là, ça y est, on sort du débrief de la course. Donc là, c'est purement subjectif ce que je raconte. Mais ouais, je trouve qu'André Lauterer, tu vois, il a ce côté belle gueule, historique, enfin, train de vie, etc., lifestyle. Je trouve qu'il colle très bien. Ça fait un ambassadeur au top. Chez Audi, il n'y a pas grand-chose dont tu peux être l'ambassadeur. Donc je pense que chez Porsche, il aura un rôle. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Mais pour l'instant, effectivement, il se donne un autre challenge et je l'attendais pas du tout. J'avoue, Ouais, je c'est suis clair. ultra surpris. J'aime bien parce que Genesis, donc on va être obligé d'utiliser ce nom-là. C'est dommage parce que c'est vraiment Hyundai que nous on connaît, mais bon, le constructeur, ça sera Genesis. Ouais, Ils font les choses, j'ai l'impression, super bien, dans le sens où présentation officielle, une maquette, enfin la voiture, l'annonce déjà des pilotes, comme on vient de le détailler, saison ELMS, ensuite double programme, enfin WEC puis IMSA, avec 2 voitures, enfin tout est posé. J'ai l'impression que quand ils disent des choses, c'est que ça va se faire. En tout cas, ouais. ça fait vraiment très bordé, très pro. C'est des détails, mais les communiqués de presse sont envoyés déjà. Ils ont déjà la liste média, enfin, ils sont vraiment très bien implantés et ils ont vraiment envie de faire les choses de manière qualitative, donc ça c'est cool. Après, comme tu l'as dit, sur les choix sportifs, ouais, je suis surpris de voir André Lauterer ici. J'ai déjà eu l'occasion dans ce podcast d'Endurance Club de dire à quel point j'adore ce pilote, mais Ouais. je trouve ça surprenant de le voir là. Je trouve ça encore plus surprenant de voir Pipo Derani, qui est quand même lié à Cadillac depuis des années, qui devait tourner en Après, rond, mais il a quitté Cadillac, justement, il a annoncé qu'il aurait un programme par la suite. Je pense pas qu'il se soit lancé c'est vrai. dans le vide sans rien avoir comme garantie, mais voilà, on peut faire confiance à son manager Philippe Dumas, hein, Oui, évidemment. bien sûr. Mais je trouve ça un peu surprenant. En fait, comment dire, c'est une prise de risque, forcément, de rejoindre un nouveau constructeur. Et je parle pas d'un constructeur qui revient. Par exemple, si tu te fais approcher par Porsche quand ils lancent l'épopée 963, bon, ils ont quand même un historique en endurance et tu pars pas totalement dans l'inconnu. Là, on part quand même dans un programme où on sait pas trop ce que ça va donner parce qu'ils ont jamais participé. Donc, C'est vrai. j'aime bien la prise de risque. Elle est moins forte, clairement, chez André Lauterer, qui est plus âgé, qui a plus grand chose à prouver non plus. Pipo Derani n'a plus grand chose non plus à prouver, dans le sens où je crois qu'il a 4 Sebring, un Daytona, enfin voilà, il Oui, est.
Ouais, aux États-Unis, c'est vrai, mais en Europe ou en championnat du monde, ouais, Hmm. il a quand même sa place à gagner, quoi, entre guillemets. Et puis j'aime bien aussi l'ouverture sur le LMS, comme tu l'as dit, des jeunes pilotes, Jamie Chadwick qui est là, ça me plaît aussi, ça me séduit beaucoup. Le fait qu'il y ait cette prise en compte, enfin cette intégration d'une femme, est-ce qu'elle aura un rôle après avec l'hypercar? Je l'espère, je sais pas, mais C'est ce qui est prévu. en tout cas moi j'adore ça quoi. Je suis vraiment impatient de savoir quel constructeur sera le premier à faire rouler une femme en hypercar. Et tu vois, ils arrivent, ils ont déjà une approche progressiste. Je suis obligé de dire ça parce que C'est vrai. c'est la réalité. Hein. On reste quand même dans un sport dominé par les hommes parce qu'il y a plus de pratiquants hommes, etc. Mais euh, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas pour quand je dis ça, ça veut pas dire que les autres constructeurs ne font rien. Et on en a très bien parlé d'ailleurs avec Michel Gatting qui va avoir un rôle plus haut chez Porsche, avec Lilou Wadou qu'on a tendance à oublier parce qu'elle fait une saison au Japon, mais elle est toujours bien Elle présente dans le sera de giron retour Ferrari. en ELMS, elle sera de retour Voilà. l'année prochaine. Et tu vois, Jamie Chadwick, je trouve ça cool parce que, waouh, jour 1, annonce du détail du programme, présentation de la voiture, et on a l'info qu'elle est dans l'aventure. Moi, je trouve que c'est un très bon coup de com', puisque ça reste encore des coups de communication d'annoncer une femme pilote dans ton équipe, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est vrai. Et surtout, sportivement, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Enfin, moi, ça me séduit beaucoup, quoi. Ouais, complètement, complètement. Bah voilà, en tout cas, c'est encourageant d'avoir un autre constructeur aussi en WEC. Enfin, ça prouve Ouais, encore une fois ce qu'on dit depuis le début de l'année, depuis le lancement de ce podcast Endurance Club, hein, que bah, l'endurance a de beaux jours devant elle, et tant mieux. On est tellement passionné par l'endurance. Vous aussi, vous l'êtes, donc bah, c'est parfait. Et bah, on est heureux de voir que voilà, l'endurance se porte bien, et peut-être que le prochain constructeur, bah, ça pourrait être McLaren, pourquoi pas avec United Autosport, t'en parlais. Eux, ça fait longtemps qu'ils se préparent, hein. Ils sont en LMP2 depuis longtemps. Ils McLaren, l'attendent, ce constructeur, hein. McLaren, je crois que j'ai des auto-hebdo d'il y a 10 ans Oui, où ils c'est la annonçaient déjà. rumeur avec Jenson Button, ça va Ah arriver, tout non, ça. Non, c'est au une secours! arlésienne. Oh, c'est incroyable. McLaren, c'est fou. Le jour où ils arrivent. Et là, c'est Nielsen Racing qui prend le contrat. Non, 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 je rigole. Ah ouais, génial. Bon voilà, en tout cas c'était un retour plus global que l'Asian Le Mans Series, mais quand même on a parlé des deux premières manches. C'est encourageant vraiment, moi je pense que cette saison d'Asian Le Mans Series a Mm, été lancée et bien lancée. Dommage, on va dire, cette fin un petit peu abrupte avec le drapeau rouge, mais voilà, on n'y est pour rien, hein. Les conditions climatiques sont ce qu'elles sont. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment de belles choses. Je voulais saluer aussi certains artisans des victoires, parce que tu vois, il y a pas CD Sport par exemple cette année en Asian Le Mans Series, mais Jean-Noël Le Gall était avec l'équipe Ultimate, pardon, n'importe quoi, avec l'équipe Ultimate, et donc victoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas par hasard non bien plus, sûr. parfois que on a aussi des résultats qu'on peut estimer. Voilà, certains pilotes qui vont d'une équipe à l'autre. Voilà, un Malte Jacobsen qui est chez Algarve. Bon, C'est ben vrai. voilà, Algarve se place bien. C'est sympa aussi de retrouver ces artisans, j'allais dire, du succès parfois. Donc voilà, un Tristan Vautier, c'est pas pour rien qu'il emmène la voiture de chez RD Limited au sommet. James Allen, il est rapide. Et c'est vrai il y a l'entente voilà, aussi qui se crée. Donc voilà, c'était l'occasion de revenir sur cette première manche d'Asian Le Mans Series. Et puis bah, la semaine prochaine, on aura un épisode un peu spécial. On va pas tout dire, mais ça, ça sera sympa. Je pense que pour l'hiver, on sera bien occupé. On va essayer de communiquer un petit peu là-dessus. Mais épisode sympa, pas historique pour le Non, coup. exactement. On en fera des épisodes historiques. Mais voilà, la semaine prochaine, soyez là, au rendez-vous sur l'Endurance Club pour bah, la fin de cette première saison, comment on dit, première année calendaire. Ouais, si, première saison, c'est bien. Première Ouais, c'est saison vrai. d'Endurance Club, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Semaine C'est prochaine, pas mal. semaine prochaine un peu de nouveauté, ouais. On conclut la première saison. Eh, dis donc, ça fait bizarre de le dire comme ça. Bon, en tout cas, c'est quand même sympa. Est-ce que tu as une actu à nous proposer en cette fin Ah, de saison, ou est-ce que si, l'actu, si je te dis c'est que j'ai toujours... lancé un nouveau site. Oh, c'est pas vrai. Si, si. Bon, Incroyable. je vais pas communiquer dessus pour l'instant. Je vais le laisser Bon, d'accord. gentiment prendre dans Google, mais je vous en parlerai en. C'est en rapport avec l'auto quand même. C'est en rapport avec les bagnoles, effectivement, mais plus ce bagnole de route là. On n'est pas du tout dans le sport, donc je lance un truc D'accord. là-dedans. Mais j'en parlerai. Je pense que ça va devenir le sponsor de ce podcast. Je ferai l'auto-promo comme Oh, ça, mais on aura peut-être le Endurance Club ah oui, pas mal. by mon propre site. Donc voilà, je vous en parlerai, mais ouais, j'ai lancé ça. C'est un truc que j'avais dans les cartons depuis quasiment un an. Et c'est un gros projet quand même. Enfin, on va dire, ouais, c'est important. Mais je vous donnerai le détail. En janvier, on aura le temps de papoter de ça.
Bon bah parfait. Et bah bravo en tout cas, parce que Et toi c'est alors? toujours important de lancer ses projets. Moi, tu sais combien de temps j'ai attendu avant de lancer C'est mon, vrai? mon podcast, évidemment, Trajectoire, je l'avais dans les cartons depuis, je pense qu'au fond de moi, depuis 2013, et, Oui, euh, ouais. et projet podcast depuis 2021, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai enfin lancé. C'est pas toujours facile d'avoir des invités prestigieux ou non d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours des problématiques de temps, hein, j'allais dire, hein, pour que je me libère, pour que l'invité se libère, etc. Là, il y a un invité que je devais avoir, et puis finalement, on s'est un peu raté, mais il va arriver. C'est un invité qui était dans le monde de l'endurance aussi, donc voilà, j'ai bon espoir pour aller le rencontrer de nouveau. Et puis là, cette semaine, eh ben, si les planètes s'alignent, normalement, il devrait y avoir la première partie de l'entretien que j'ai eu avec Hugues de Chonac. Ok. Voilà, pour Oreca. Donc, tu vois, je suis content aussi quand même d'avoir des clients comme Hugues qui n'a pas hésité pour venir dans Trajectoire. Et je suis vraiment ravi de cet entretien, voilà, que normalement, je devrais pouvoir fournir cette semaine. Voilà, si je dis pas de bêtises. Après F1 à la loupe, qui est un épisode qui a priori vous a marqué, en tout cas a marqué les auditeurs de Trajectoire, et ben voilà, on Ok. espère que le trajet, la trajectoire d'Hugues de Chonac puisse être très intéressant à suivre. Donc voilà, Ah bah c'est cool. un petit peu ça l'actualité. Voilà. Eh Mais bah nickel. les timings sont quand même assez chargés évidemment, donc c'est pas toujours très évident. Et puis je vais aussi être maître de cérémonie pour certaines remises de prix là en cette fin de saison. Donc voilà, ça va être, Ok, ça va être assez intéressant. t'as le droit de nous dire quoi ou quand, ou ça ne regarde pas trop? Si, je peux. C'est en fait Alpine qui organise Ok, cette fin de saison, comme à chaque fois, la remise de prix de ces, ouais. différents championnats, dont notamment l'Alpine Europa Cup. Et donc, je serai au Mans pour animer cette remise de prix. Voilà, donc Donc tu ça va vas être assez intéressant cette fin de semaine. peut-être croiser des gens que je connais de chez RCC. Alors, Je l'espère, ouais. évidemment, je Ok. l'espère. Bon bah cool. Bon, bah voilà, en tout cas, cet épisode sur l'Asian Le Mans Series et plus, je dirais, eh bien, prend son terme. On reviendra évidemment avec beaucoup d'infos Asian Le Mans Series pour le début d'année prochaine. Et puis évidemment, on préparera aussi la saison IMSA et puis la saison ELMS. Bref, il y a beaucoup de choses. Et le WEC aussi, on n'oublie pas, bien sûr, dans l'Endurance Club, parce que c'est votre rendez-vous, c'est notre club, et on espère le faire grandir justement au fur et à mesure comme on sait le faire. Voilà, chaque semaine, on est là, on est motivé, Geoffroy, et je suis très heureux de te retrouver à chaque fois, et je suis heureux de retrouver aussi nos auditeurs, parce qu'on a de bons retours, et grâce à vous, eh ben voilà, le podcast continue de progresser. Merci beaucoup, Geoffroy, Et encore ben une voilà, fois. rendez-vous semaine prochaine pour l'épisode spécial. Voilà, exactement. Épisode inédit, ni historique, ni d'actu, entre les deux. Voilà. Ça va être sympa. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure, je dirais. Bon, même si on n'a pas vraiment d'heure précise. Mais en tout cas, même lieu, ça c'est sûr. Ça sera la semaine prochaine sur l'Endurance Club. Salut à tous.